Ève, mais enfin, marie-toi, sans te poser de questions. Ton dos te fait souffrir. Tu vas t'inquiéter pour l'argent jusqu'à quand? C'est ce que m'a dit mon ami alors que j'étais en train de me faire du souci pour mes fins de mois. Il y a 30 ans, mon mari est décédé subitement. J'ai élevé seul mes 2 enfants. J'ai fait la plonge, les ménages, travaillé à l'usine. Aucune tâche ne m'a été épargnée. Maintenant que mon fils et ma fille étaient casés, je me suis senti soulagée d'avoir accompli mon devoir. Je voulais enfin vivre ma vie. Mais la réalité est dure. J'avais consacré mes maigres économies au mariage de mes enfants. Je devais encore me lever à 6 heures pour aller travailler à l'usine de produits surgelés. C'est là que je me suis blessée au dos. Le médecin m'a dit que j'avais une hernie discale et que le repos absolu était nécessaire. J'ai dû me reposer chez moi et suivre un traitement. Mais l'argent manquait cruellement et j'ai dû trouver un autre travail. Avec mon dos douloureux, je ne pouvais rien faire. C'est là que mon amie Monique m'a proposé 3 heures de service pendant le déjeuner dans la cantine ouvrière où elle travaillait. J'ai accepté. C'est là que j'ai rencontré Serge, un chef de chantier. Monique n'arrêtait pas de me dire de faire un effort avec lui. « Quoi? Tu veux que j'épouse un simple manœuvre? »« Un manœuvre ! Mais enfin, c'est un chef de chantier, un poseur de revêtements. Il gagne plus de 300 € par jour. » J'ai fait la sourde oreille. Mais Monique a continué, il a son propre appartement. De l'argent, il fallait que j'y réfléchisse. Quelques jours plus tard, en sortant de chez moi, j'ai croisé le propriétaire dans l'escalier. « Evelyne, vous savez que votre bail se termine le mois prochain? Il va falloir payer une augmentation de loyer, plus 10 000 € de caution. Mon sang n'a fait qu'un tour. Où trouver 10 000 € en un mois? Devais-je demander un prêt? En parler aux enfants? » Finalement, après mûre réflexion, j'ai décidé d'épouser Serge, le chef de chantier. Monique a applaudi de joie. Je lui ai assuré que je me remariais non pas pour l'argent, mais parce que c'était quelqu'un de bien. Elle a rétorqué que ça n'avait aucune importance, que l'essentiel était que tout soit réglé. Après le mariage, vivre dans un bel appartement sans me soucier des fins de mois était un vrai bonheur. C'était la retraite dont j'avais rêvé. Mais cette vie que je croyais assurée et heureuse devint difficile. Et 6 mois plus tard, je vis un enfer quotidien. Aurais-je dû ne jamais me remarier, même au risque de mourir de faim? Écoutez mon histoire jusqu'au bout et laissez-moi votre avis. Bonjour, je m'appelle Evelyne et j'ai 60 ans. Il y a 30 ans, mon mari est décédé subitement d'une crise cardiaque. J'ai passé ma vie à me démener pour élever seul mes 2 enfants. J'ai fait la plonge, les ménages, l'usine, j'ai tout fait. Je travaillais de l'aube à tard le soir pour payer leurs études et les nourrir. Enfin, ma fille s'est mariée la semaine dernière, mon fils s'était marié il y a 3 ans. Les 2 étaient casés. Je me suis sentie soulagée d'avoir accompli mon devoir. Je voulais enfin vivre ma vie, mais c'était loin d'être facile. J'avais dépensé toutes mes économies pour le mariage de ma fille. Je voulais l'aider pour le trousseau et lui offrir une belle salle de réception. C'était le cœur d'une mère. C'est pourquoi je suis allée travailler à l'usine de produits surgelés ce jour-là. Je me levais à 6 heures, prenais un petit déjeuner rapide et le quart de ramassage. Arrivé à l'usine, j'ai enfilé ma blouse et j'ai commencé le travail. Mais ce jour-là, mon dos était raide. En soulevant des caisses de légumes, j'ai senti une lourdeur. J'ai pensé que j'avais mal dormi. J'ai tapoté mon dos et j'ai continué. Mais au fil des heures, la douleur s'est intensifiée. Tous les gestes me faisaient mal soulever. Mélanger les ingrédients, emballer. À l'heure du déjeuner, je suis allée à la salle de repos et j'ai mis un patch chauffant. Mes collègues m'ont demandé si ça allait. Mais j'ai dit que j'étais juste fatiguée. Je ne voulais pas qu'on dise que je n'étais plus assez forte à mon âge. J'ai tenu jusqu'à la fin de la journée. Une fois rentrée à la maison, je me suis écroulée. J'ai posé un coussin chauffant sur mon dos et je me suis endormie sans dîner. Le lendemain matin, le réveil a sonné, mais je n'arrivais pas à bouger mon dos. J'ai essayé de me lever du lit. Impossible. J'ai réussi à attraper mon téléphone pour appeler l'usine. J'ai dit à la chef d'équipe que je devais aller à l'hôpital. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter et de prendre mon temps. Il m'a fallu 30 minutes pour réussir à me lever. J'ai appelé un taxi pour aller à l'hôpital. J'ai fait une radio et une IRM. J'étais anxieuse en attendant dans le cabinet du médecin. Est-ce grave? Vais-je devoir me faire opérer? Le médecin a montré l'écran et m'a expliqué. Vous avez une petite hernie discale. Ce n'est pas encore le stade de l'opération. Avec des médicaments et de la physiothérapie, ça ira mieux. J'étais soulagée. Mais vous ne devez absolument pas forcer sur votre dos pendant 4 à 6 semaines. Toute contrainte pourrait aggraver la situation.
J'ai quitté l'hôpital avec ma prescription de médicaments. Je suis allé directement à l'usine. J'ai expliqué ma situation au directeur, qui a semblé désolé. « Ah, Madame Evelyne, vous êtes un pilier de l'usine. Reposez-vous bien et revenez quand vous irez mieux. » Je suis rentré à la maison. Ça faisait plus de 30 ans que je travaillais sans relâche. Cet arrêt soudain a créé un vide. Heureusement que ça m'est arrivé après le mariage de ma fille. Si ça s'était passé avant rien que d'y penser, j'en avais le vertige. Le lendemain, me reposer à la maison m'était étrange. Pour la première fois depuis 30 ans, j'étais chez moi en pleine semaine. Je ne savais pas quoi faire. La télévision était inintéressante, impossible de me concentrer sur un livre. J'ai passé mes journées allongées, mon dos sous la compresse chauffante. Une fois le pic passé, la douleur s'est beaucoup atténuée. Je pouvais vaquer à mes occupations, mais si je portais quelque chose de lourd ou restais debout trop longtemps, ça me lançait. En faisant les courses, je ne pouvais pas porter le riz ou les paquets lourds. 2 mois plus tard, j'ai eu ma visite de contrôle. Ça va beaucoup mieux. Continuer la physiothérapie et renforcer les muscles du dos. Le médecin m'a montré l'écran. Mais pas de travail qui sollicite le dos. Si ça se reproduit, il pourrait falloir opérer. Je suis rentré et j'ai regardé mon compte en banque. J'avais presque tout dépensé pour le mariage de ma fille, et après 2 mois de dépenses et de frais médicaux, il ne me restait que 3 000 €. Même en économisant, je ne tiendrai pas 2 mois de plus. Ne pouvant plus retourner à l'usine, j'ai donc commencé à chercher du travail. Sur Internet, sur les affiches du quartier. Mais la plupart des emplois demandaient d'utiliser le dos. Travailler en restauration, c'était rester debout toute la journée. Le ménage, c'était se baisser. L'usine, porter des charges lourdes. J'ai cherché 1 mois de plus. Le solde de mon compte était à 1 500 €. Je soupirais lourdement. Un jour, fatigué de chercher, j'ai rencontré mon amie Monique. On a pris un café au bistrot du coin, on a papoté. J'ai soupiré en lui racontant mes déboires professionnels. Mon dos m'empêchait de faire un travail difficile, et il n'y avait rien qui corresponde à mes exigences. J'ai dit que mon compte était presque vide. Monique a réfléchi. « Ève, pourquoi ne viendrais-tu pas faire un temps partiel dans la brasserie où je travaille ?» Elle m'a parlé de la cantine ouvrière. Je pourrais venir faire le service 3 heures par jour, aux heures de pointe. Servir, débarrasser les tables, rien qui ne sollicite le dos. Elle allait en parler à la patronne. En attendant de trouver autre chose, ça pourrait être une solution temporaire. J'ai accepté. 3 jours plus tard, j'ai fait ma première journée. Le restaurant était plus grand que je ne l'imaginais. Au mur, le menu du jour blanquette, rôti de veau, plat du jour, de la cuisine familiale. J'ai enfilé mon tablier et j'ai commencé le service de 11 h à 2 h. Prendre les commandes, apporter les plats, débarrasser. Finalement, ça n'était pas si difficile pour mon dos. Il fallait juste faire attention quand je portais le plateau. À l'heure du déjeuner, les clients sont arrivés en masse. La plupart étaient des ouvriers des chantiers voisins. Un jour, après 2 semaines de travail, un homme en tenue de chantier est entré. Il était grand, le teint mat. Monique l'a salué chaleureusement. « Serge, ça faisait longtemps !» Serge, le chef de chantier, a répondu qu'il revenait d'un chantier en province. En lui apportant une blanquette, il m'a demandé « Tiens, je ne vous avais jamais vu. Vous êtes nouvelle ici ?» J'ai répondu que je travaillais ici depuis 2 semaines et je suis retourné à la cuisine. Après le coup de feu, j'ai aidé à faire la vaisselle et j'ai demandé à Monique qui était Serge. « Un habitué », m'a-t-elle dit. Chef d'équipe en pose de revêtement, il travaille bien et il est sympathique. À partir de ce jour, Serge venait déjeuner presque tous les jours. Au début, on se saluait simplement, puis on s'est mis à plaisanter. 1 mois plus tard, j'ai reçu mon premier salaire, 1 000 €. Pour 3 heures, 6 jours par semaine, c'était pas mal. Mais c'était bien trop peu pour vivre. Ce soir-là, après le travail, j'ai mangé un sandwich avec Monique. J'ai soupiré. Et j'ai dit qu'il fallait que j'arrête. Monique m'a regardée, surprise. « Pourquoi? Ton dos te fait encore mal ?» J'ai secoué la tête. « Non, le travail me convient, mais l'argent est trop juste. Je n'arrive pas à vivre avec ça. »« Ève, où trouverais-tu un travail plus facile avec un dos qui te fait mal ? Il n'y a rien de plus simple que ça. » Elle avait raison, mais la réalité était trop cruelle. Monique m'a dit de tenir encore 2 ans jusqu'à ce que je touche ma retraite. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai décidé d'essayer de tenir. Après ça, j'ai fait attention à mes dépenses. Je n'achetais que les légumes les moins chers, de la viande 1 fois par mois, pas de vêtements et l'hôpital seulement en cas d'urgence. Un matin,
Alors que je m'apprêtais à sortir, une pluie torrentielle s'est abattue. Je n'avais pas de parapluie, j'ai couru. J'étais trempée en arrivant au restaurant. Le restaurant n'était pas bondé à cause de la pluie. Entre deux services, les cuisinières ont fait des crêpes. L'odeur de la pâte grillée a empli le restaurant. C'est là que la porte s'est ouverte et que Serge est entré, trempé par la pluie. Contrairement à son habitude, il a commandé le plat du jour avec un verre de vin. « Un verre de vin à midi ? Vous ne travaillez pas aujourd'hui ?» demanda Monique, étonnée. Serge a ri. Le chantier était annulé à cause de la pluie. Il voulait boire un verre. J'ai mis les crêpes que nous venions de faire sur une assiette. Elles étaient fumantes. Je les ai déposées sur la table de Serge. C'est pour moi, pour accompagner le vin. Serge m'a regardé, surpris. Il m'a remercié et m'a dit qu'il allait se régaler. À partir de ce jour, on a commencé à se connaître. 3 mois ont passé depuis que je travaille à la cantine. Ce jour-là, j'étais en train de servir un plat quand j'ai senti comme une décharge électrique dans mon dos. J'ai failli laisser tomber l'assiette. J'ai réussi à la déposer sur la table et je suis retournée à la cuisine. Cette fois, c'était plus grave. C'était une douleur différente des autres fois. Elle partait du milieu de mon dos et irradiait jusqu'à mes jambes. J'ai tenu jusqu'à 14 heures, la fin du service. J'ai dit à Monique que je partais et je suis allée à l'hôpital. En attendant, j'étais angoissée. Le médecin a regardé l'IRM et il a froncé les sourcils. « Votre hernie est plus protubérante que la dernière fois. Vous avez forcé sur votre dos ?» J'ai avoué que je faisais le service dans un restaurant 3 heures par jour. Ce n'est pas possible. Le médecin a insisté sur le repos absolu, sinon il faudrait opérer. J'ai dit que je comprenais et je suis sortie. J'ai soupiré en allant à la pharmacie. 150 € pour la consultation et les médicaments. Encore des dépenses. Le lendemain, je suis allée au restaurant, le cœur lourd. Monique, voyant ma mine, m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai dit honnêtement que le médecin m'avait dit d'arrêter de travailler. Monique s'est inquiétée. J'ai fini mon service de mauvaise humeur. Le soir, Monique m'a proposé d'aller boire un verre. On s'est assis dans un petit bar près du restaurant. Monique a soupiré en versant le vin. « Si tu ne peux pas travailler même 3 heures, que vas-tu faire ?» J'étais désespérée et je lui ai dit que je ne savais pas. Au bout de la 2e bouteille, Monique était rouge. « Ève, pourquoi tu ne te remaries pas ?» Sans réfléchir. Elle l'a dit sous l'effet de l'alcool. J'ai ri. Qui voudrait de moi, vieille et avec un dos douloureux? J'ai pris ça comme une plaisanterie. Mais Monique m'a demandé, sérieuse. « Et Serge, il te plaît ?» J'ai été surprise. Je lui ai demandé si elle voulait que j'épouse un manœuvre. Monique a bondi. « Ce n'est pas un manœuvre, c'est un chef de chantier. Il gagne plus de 300 € par jour. Il a son propre appartement et il a de l'argent. » J'ai rejeté l'idée en agitant la main. Mais Monique a continué. « Même s'il est un peu rustre, c'est quelqu'un de bien. Il fallait que j'y réfléchisse. » Je lui ai dit d'arrêter. Et Monique est devenue maussade. Le lendemain matin, j'ai mis 2 patchs sur mon dos. J'ai souffert, mais j'ai continué à travailler. J'avais besoin de cet argent. À midi, Serge est arrivé. Il a commandé son plat habituel. Mais la conversation avec Monique m'est revenue et j'ai commencé par servir les autres tables. « Madame Evelyne, vous êtes très occupée aujourd'hui, on dirait. » Serge est venu me saluer. J'ai répondu maladroitement, mais Serge a souri et m'a dit de ne pas trop travailler. J'ai trouvé que c'était quelqu'un de gentil. À partir de ce jour, Monique n'arrêtait pas de parler de Serge. Divorcé il y a 20 ans, il vit seul, il n'a pas d'enfant. Quand il va travailler en province, il est absent pendant des mois. « Quelle belle condition !» disait-elle. Je lui disais que ça ne m'intéressait pas, mais au fond de moi, j'étais tiraillée. C'était trop difficile de vivre seule. Mon dos me faisait de plus en plus mal, mes dépenses augmentaient. Mais je me disais que ce n'était pas le moment. Après 30 ans seule, ce n'était pas facile de revivre avec quelqu'un. Un mois s'est vite écoulé. Un matin, en ouvrant la porte, j'ai vu mon propriétaire monter les escaliers. « J'allais vous appeler » m'a-t-il dit. « Vous savez que votre bail se termine dans un mois ? Il va falloir payer une augmentation de loyer, plus 10 000 € de caution. » Mon sang n'a fait qu'un tour. 10 000 €. J'ai caché ma panique et j'ai dit que je comprenais. Le propriétaire est reparti en me demandant de le recontacter. Sur le chemin du restaurant, j'avais l'esprit troublé. Où trouver 10 000 € en un mois? Il me restait moins de 500 €. Un prêt? Vais-je obtenir un prêt à mon âge? Je ne pouvais pas demander d'aide à mes enfants. Je ne voulais pas être un fardeau. Ce jour-là,
J'ai fait bêtise sur bêtise. J'ai apporté le plat à la mauvaise table. J'ai mal pris une commande. Je me suis trompée en faisant l'addition. Monique m'a demandé si ça allait, mais j'ai dit que tout allait bien. Les jours suivants, j'avais le cœur lourd. Je ne dormais pas la nuit. Je regardais le plafond, je faisais des calculs. Aucune solution. J'ai encore fait une erreur. Monique m'a demandé ce qui n'allait pas. J'étais trop étrange. Je lui ai dit la vérité. Le propriétaire me demandait 10 000 € de caution, et je ne savais pas quoi faire. Monique était désolée. J'aimerais bien t'aider, mais tu connais ma situation. J'ai soupiré et j'ai dit que ce n'était pas grave. Monique m'a dit « Sérieuse, Ève, marie-toi, sans réfléchir. Encore cette histoire. Ton dos te fait souffrir. Jusqu'à quand vas-tu t'inquiéter pour l'argent? Est-ce facile de vivre seule à notre âge? » J'ai dit que je ne pouvais pas me remarier seule, que les sentiments devaient être partagés. C'est là que Monique m'a annoncé la nouvelle. En fait, j'ai demandé à Serge ce qu'il pensait de toi. J'ai été surprise. Pourquoi as-tu fait ça? Elle m'a dit qu'elle avait fait ça simplement. Serge lui avait dit que j'étais gentille et quelqu'un de bien. Elle m'a dit de faire un effort avec lui. Pas pour l'argent, mais parce que c'était quelqu'un de bien. On était tous les deux seuls, on pourrait s'épauler. Elle a continué d'insister. J'ai refusé en agitant la main, mais j'étais tiraillée. Ce soir-là, je suis rentrée. J'ai mis mon patch et j'ai réfléchi. 30 ans que j'étais seule, ce n'était pas facile de revivre avec quelqu'un. Je détestais devoir me soucier des autres, des habitudes différentes. Mais la réalité était trop cruelle. Mon dos me faisait de plus en plus mal. Je n'avais pas d'argent et j'étais à la rue. Est-ce que je vais vraiment finir dans la rue? J'avais peur. Le lendemain matin, je suis passée par l'agence immobilière. Je voulais rendre mon appartement et déménager dans un autre. L'agent immobilier a regardé son ordinateur et a secoué la tête. Les loyers ont beaucoup augmenté ces 2 dernières années. Avec cet argent, vous ne pourrez avoir qu'une chambre dans une vieille maison. Je m'y attendais, mais j'ai eu mal au cœur en l'entendant. Je devrais vivre dans une chambre de bonne moisie, une misère. À mon âge, j'ai traîné les pieds jusqu'au restaurant. Monique a vu ma tête, et elle m'a dit d'aller prendre un verre le soir pour me changer les idées. Après le travail, je suis allée me reposer chez moi et je suis allée au lieu de rendez-vous. C'était un petit bar à côté du restaurant. En entrant, j'ai vu Monique qui me faisait signe. « Par ici, par ici !» J'ai été surprise en m'approchant, Serge était là. J'ai été prise au dépourvu. Monique a ri. C'est moi qui l'ai appelée. « Assieds-toi !» Je me suis assise à contre-cœur. J'étais très gênée. Je ne savais pas quoi dire. Et j'en voulais à Monique d'avoir organisé ça. Le vin aidant, l'ambiance s'est détendue. Serge racontait ses histoires de chantier, et je me suis mise à rire. Il a raconté son service militaire, les difficultés de sa jeunesse. J'ai raconté mes souvenirs de mon mari. Il y a 30 ans. L'ambiance était bonne. C'est là que Monique s'est levée. Je vais aux toilettes. Nous nous sommes retrouvés seuls. Le silence est revenu, gênant. On jouait avec nos verres. Serge a pris la parole. Monique m'a beaucoup parlé de vous. Vous vivez seule? J'ai répondu que mon mari était mort subitement d'une crise cardiaque, il y a 30 ans. J'ai ajouté que mes enfants étaient petits et que j'avais vécu sans m'arrêter depuis. Serge a raconté son histoire. Il a divorcé il y a 20 ans pour incompatibilité d'humeur. Il n'a pas d'enfant. Il vit seul depuis. Nous avons partagé nos histoires, nos solitudes. C'est là que Serge m'a demandé, hésitant, « Vous n'avez jamais pensé à vous remarier, après toutes ces années ?» J'ai dit que j'étais habituée à vivre seule et que je n'y pensais pas. J'ai retourné la question. Serge a réfléchi un instant. J'y pensais, après mon divorce, mais je n'ai jamais rencontré la bonne personne. Si une bonne personne se présente, je voudrais me remarier. Le temps a passé vite, 1 heure, et Monique n'était toujours pas là. Je me suis inquiétée, j'ai pris mon téléphone. « Monique, où es-tu? Tu ne reviens pas ?» Monique était chez elle. Elle m'a dit de discuter avec Serge. Elle a raccroché. Ah, elle avait fait ça exprès. Serge a compris la situation et il a ri maladroitement. Nous avons fini nos verres et nous sommes sortis. Nous nous sommes souhaités bonne soirée et nous sommes rentrés. Le lendemain, je suis arrivée au restaurant. Monique s'est précipitée sur moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Serge hier? Ses yeux brillaient. J'ai dit que nous avions parlé et que nous étions rentrés séparément. Monique était déçue. Elle pensait qu'il s'était passé quelque chose, mais j'ai esquivé la question en souriant. Mais Serge n'est pas venu déjeuner ce jour-là. Était-il gêné par ce qui s'était passé? J'étais inquiète.
Les jours ont passé, puis les semaines. Serge n'était pas là. Au début, je ne m'en souciais pas. Mais plus le temps passait, plus il me manquait. J'ai voulu demander à Monique, mais j'avais peur qu'elle se fasse de fausses idées. Le bail arrivait à son terme. Finalement, j'ai quitté mon appartement pour un logement plus modeste, près de là. C'était au rez-de-chaussée. L'odeur de moisi me prenait à la gorge en entrant. La salle de bain était pire. Des moisissures noires partout. Mais il me restait 500 €, j'étais soulagée. J'aurais de quoi tenir un moment. Un mois après, Serge n'était toujours pas là. Il me manquait de plus en plus, étrangement. À chaque fois que la porte s'ouvrait à midi, je regardais. Je pensais que ça ne m'intéressait pas, mais je m'étais attachée. J'ai fini par demander à Monique. « Serge, pourquoi il ne vient plus? J'ai fait une gaffe la dernière fois ?» Monique a haussé les épaules. Il devait être sur un autre chantier en province. Il reviendrait dans quelques mois. Un autre mois est passé. J'avais presque oublié Serge. C'est là qu'un jour, un visage familier est entré. C'était Serge. J'ai couru vers lui sans m'en rendre compte. « Serge, où étiez-vous » Serge a ri et a répondu qu'il était sur un autre chantier. La cuisine là-bas était insipide. La nôtre lui manquait. Je lui ai apporté plus de plats que d'habitude. J'ai chauffé sa soupe. Serge a mangé avec appétit en me remerciant. À 14 heures, j'ai enlevé mon tablier et je suis sortie. Serge m'attendait dehors. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Il a dit rien de particulier. Alors que j'allais rentrer chez moi, il m'a appelé. « À vrai dire, Madame Evelyne, je vous attendais. Ça vous dirait de prendre un café ?» Il a dû prendre son courage à deux mains. J'ai hésité et j'ai dit oui. On est allé dans un café calme du coin. Serge jouait avec sa tasse et il a pris la parole. « J'étais sur un chantier pendant 2 mois et Madame Evelyne, vous m'avez manqué. » J'ai rougi. Je ne savais pas quoi répondre. Je fixais ma tasse. Serge a continué. Il croyait qu'il m'aimait. C'était la première déclaration d'amour en 30 ans. Mon cœur battait la chamade. J'avais peur qu'il l'entende. Ma main tremblait. J'ai posé ma tasse. « Et vous? Que pensez-vous de moi ?» m'a-t-il demandé, hésitant. En un instant, ma vie a défilé devant mes yeux, les soucis d'argent, mon dos douloureux, mon incapacité à travailler, cette chambre moisie, et les 2 mois où il m'avait manqué. Je n'arrivais pas à parler. J'ai hésité longuement, et j'ai dit « Moi aussi, quand vous n'étiez pas là, vous m'avez manqué. » Le visage de Serge s'est illuminé. Il a pris mes mains. Elles étaient rudes, mais chaleureuses. Il m'a remercié encore et encore. J'ai cru qu'il avait les yeux humides. Nous nous sommes avoués nos sentiments. Le lendemain, Monique s'est précipitée vers moi. « Ève, hier, je vous ai vu partir avec Serge. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ses yeux brillaient. Je lui ai dit honnêtement que nous avions décidé de nous fréquenter. Monique a applaudi de joie. J'ai ajouté rapidement que ce n'était pas pour l'argent, mais parce que c'était quelqu'un de bien. Monique a dit que ça n'avait pas d'importance, que c'était une bonne nouvelle. À partir de ce jour, on se voyait presque tous les jours. Après le travail, on dînait ensemble. On se promenait au parc. Des rendez-vous simples, mais j'étais heureuse. Serge avait l'air un peu rustre. À cause de son travail, ses mains étaient rudes et il parlait un peu brutalement. Mais au fond, c'était quelqu'un de très gentil. Une semaine plus tard, après notre rendez-vous, Serge m'a raccompagnée. Son visage s'est assombri en voyant ma vieille maison. Quelques jours plus tard, Serge m'a dit sérieusement « Madame Evelyne, si on vivait ensemble ?» Sa proposition soudaine m'a surprise. C'était quelqu'un de bien. Mais le remariage à mon âge, j'ai dit que j'avais besoin d'en parler à mes enfants. Serge a compris et m'a dit de prendre mon temps. Le week-end, j'ai appelé mon fils et ma fille. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas venus tous les deux. Je leur ai servi le thé et je leur ai demandé, hésitante, « Que pensez-vous du remariage de votre mère ?» Mon fils et ma fille se sont regardés. Après un silence, ma fille a dit « C'est bien, maman, si tu rencontres quelqu'un de bien. » Mon fils a acquiescé. « On est loin, on ne vient pas souvent, tu dois être seule. C'est une bonne nouvelle. » J'ai pleuré de joie. Je pensais qu'ils s'y opposeraient, mais ils m'ont félicité. Je me suis excusée de ne pas avoir pu faire plus pour eux. Ils m'ont pris les mains. Le lendemain, j'ai annoncé la bonne nouvelle à Serge. Serge a ri, joyeux. Il m'a remercié et il a promis que nous serions heureux. Nous nous sommes mariés. J'ai quitté ma maison moisie et j'ai emménagé dans l'appartement de Serge. Un appartement avec un ascenseur. Ne plus avoir à monter les escaliers. Quel soulagement. J'ai été surprise en entrant.
Je pensais qu'un homme seul vivrait dans le désordre, mais c'était bien plus propre que chez moi. Le salon était rangé, la cuisine étincelante. Comment vous faites pour être aussi propre en vivant seul? Serge a ri, gêné. Il m'a dit qu'il aimait la propreté, il était connu sur les chantiers pour son rangement. Ce soir-là, après le dîner, Serge m'a dit sérieusement « Mon amour, arrêtez de travailler au restaurant. » Mon amour, j'ai rougi, mais j'ai été surprise par la suite. Votre dos vous fait mal. Reposez-vous à la maison. Je vous donnerai 2000 € par mois pour les dépenses. Quelqu'un s'occupait de moi, 30 ans après. Je suis devenue femme au foyer. Le matin, je préparais mon mari, je faisais le ménage, la physiothérapie à l'hôpital. Une routine simple et paisible. Mon mari, même à 65 ans, était encore solide grâce à son travail sur les chantiers. Il se levait tôt pour faire de l'exercice. Il travaillait toute la journée sans se fatiguer. Le soir, il me racontait sa journée. Mais un mois après le mariage, les problèmes sont arrivés. Notre vie intime. Mon mari désirait une intimité conjugale fréquente. Il commençait par me prendre la main et souhaitait aller plus loin. Je le repoussais, invoquant la douleur de mon dos. C'était embarrassant de se remarier après 30 ans de solitude, d'autant plus que mon dos me faisait réellement souffrir. Après quelques jours, j'ai fini par lui dire honnêtement « Mon amour, je suis désolée, mais mon dos me fait mal. Est-ce qu'on peut être intime seulement une fois par semaine ?» Mon mari a semblé déçu, mais il a dit qu'il comprenait. Une semaine plus tard, nous avons eu des moments d'intimité, comme convenu. Mais j'ai ressenti une douleur insoutenable. J'ai voulu arrêter, mais je me suis retenue. C'était seulement une fois par semaine, et j'avais peur de le décevoir. J'ai supporté la douleur jusqu'au bout, en faisant très attention à limiter mes mouvements. Après cela, mon corps était tendu. Mon dos me lançait, et j'avais des difficultés à me déplacer. Mon mari, lui, s'est endormi, satisfait, sans se douter de mon état. Je n'ai pas réussi à dormir. Le lendemain matin, j'ai voulu me lever pour préparer le petit déjeuner. Mon corps n'obéissait plus. Mon dos était écrasé par une barre de fer. J'ai essayé de me tourner, de me mettre à plat ventre. La douleur persistait. Il m'a fallu 30 minutes pour me lever. Je me suis appuyée contre le mur, jusqu'à la cuisine. Impossible de cuisiner. Mon mari est sorti, surpris, et m'a dit d'aller chez le médecin. J'ai pris un taxi, j'ai attendu, j'ai fait des examens. Le médecin a regardé l'IRM et il a froncé les sourcils. Il m'a demandé si je travaillais encore. J'ai dit non. Il a dit que mon état était pire que lorsque je travaillais. Le médecin m'a demandé si j'avais glissé ou fait un effort. J'ai hésité. Devais-je lui avouer ça à l'hôpital? J'ai rougi. Mais pour un bon diagnostic, je devais être honnête. J'ai eu mal durant un moment d'intimité conjugale. J'ai chuchoté. Le médecin a dit fermement « C'est hors de question. Vous ne devez plus avoir de relations intimes pour le moment. Votre état est très dangereux. » J'ai quitté l'hôpital, le cœur lourd. Ce soir-là, après le dîner, j'ai dit à mon mari « Mon dos va mal. » Le médecin m'a dit de ne pas avoir de relations intimes pour le moment. Le visage de mon mari s'est durci, puis il a dit qu'il comprenait et de bien me soigner. Mais depuis ce jour, quelque chose a changé. C'était peu, être dans ma tête, mais mon mari était plus froid qu'avant. Il parlait moins, il regardait la télévision dès qu'il rentrait. On était dans la même pièce, mais dans des mondes différents. Je me sentais mal, j'ai préparé des plats qu'il aimait, mais il n'y avait aucune réaction. Il mangeait sans plaisir. Un mois est passé. En mangeant, mon mari m'a demandé « Ça va mieux, votre dos ?» J'ai dit que ça allait beaucoup mieux, même si ce n'était pas le cas. Il m'a dit de continuer les traitements, mais je sentais qu'il n'était pas inquiet pour mon dos, mais qu'il attendait autre chose. Ses yeux le disaient. Un autre mois a passé. Un après-midi, la pluie a commencé à tomber. En regardant par la fenêtre, j'ai pensé à mon mari. Il rentrait plus tôt quand il pleuvait. J'ai décidé de lui faire ses crêpes préférées. Des crêpes aux légumes, aux fruits de mer. Croustillantes, je les ai mises joliment sur une assiette. J'ai préparé une bouteille de vin frais. On allait passer une bonne soirée et redevenir plus proches. Mais 6 heures, 7 heures, mon mari n'était pas là. J'ai appelé. « Mon amour, tu rentres quand ?» J'ai fait des crêpes. J'ai entendu du bruit. Mon mari m'a dit qu'il buvait un coup avec ses collègues. Il fallait que je dîne seule. J'étais déçue. J'avais préparé tout ça. J'ai mangé seule mes crêpes. Amères. J'ai bu un verre de vin, puis un deuxième. L'alcool m'est monté à la tête.
Je me suis endormie sur le canapé devant la télévision. J'ai été réveillée à 1 heure du matin. J'avais envie d'aller aux toilettes. Je suis allée à la chambre. Mon mari n'était pas là. Je l'ai appelé. Il n'a pas répondu. J'ai rappelé 3, 4 fois. Personne. J'ai eu peur qu'il ait eu un accident. J'ai passé une nuit blanche. Le matin, mon mari m'a appelé. Il était au travail. Le soir, il est rentré. « Où as-tu dormi hier soir ?» Je lui ai demandé. Il avait l'air fatigué. Il a dit qu'il avait bu et qu'il avait dormi dans un sauna avec ses collègues avant d'aller travailler. Il ne s'est pas excusé. Je lui ai dit de ne plus faire ça. Il a dit d'accord et il est allé dans la chambre. J'ai rangé ses affaires. Dans la poche de son pantalon, j'ai trouvé un reçu. Institut de relaxation impériale, 150 €. J'ai fait une recherche sur mon téléphone. C'était un salon de massage aux prestations douteuses. J'ai tremblé. Il n'avait pas dormi au sauna. Il était allé dans un endroit de prostitution. J'ai failli exploser de rage, mais je me suis retenue. À quoi bon se disputer? Si je divorçais, je retournerais dans ma chambre moisie. Je devrais chercher du travail, mon dos douloureux. Je ne dormirai plus, à cause des soucis d'argent. Depuis ce jour, un doute est né. M'a-t-il épousée par amour ou par solitude, pour une vie intime? Tous ses gestes m'étaient suspects. Je lui servais le dîner. Il le prenait comme acquis. Je pliais son linge, pas un merci. J'aurais voulu lui jeter le reçu à la figure, mais j'avais peur de me séparer. Mais vivre comme ça, c'était insoutenable. Mon mari, à côté de moi, était plus loin que jamais. Mon mari se comportait normalement. Je me sentais folle. Il parlait du chantier, il riait devant la télé. J'ai regardé par la fenêtre. Je pensais que ne plus avoir de soucis d'argent me rendrait heureuse, mais c'était l'enfer. Devrais-je retourner à ma vie solitaire? Devrais-je supporter ça? Sans réponse, j'ai passé une journée de plus en enfer.